Salam alaikum, marhaba bikoum, معكم professeur Mora, prof de sciences de Taqi Academy. Alors on va essayer de comprendre l'origine de l'ovocyte, mais aussi les étapes de sa formation au niveau de l'ovaire. Pour cela, on va commencer par une observation d'une coupe d'un ovaire de femme. Alors cette observation, comme vous pouvez le constater d'ailleurs, montre qu'au niveau de ce qu'on appelle cortex, plusieurs types de structures, ce que vous voyez là, ce qu'on appelle d'ailleurs des follicules. Alors, dans un ovaire, on peut distinguer plusieurs types de follicules. On va commencer par ce qu'on appelle le follicule primordial. Il s'agit donc d'une structure qui renferme un ovocyte, l'ovocyte A, entouré par quelques cellules folliculaires. Et puis on peut voir aussi un deuxième type de follicule appelé follicule primaire. Une simple comparaison avec le précédent montre bien que ce follicule est plus gros de d'abord, et puis dans cette follicule, l'ovocyte est entouré par une couche de cellules folliculaires formant ce qu'on appelle la corona radiata. L'ovocyte 1 de cette follicule est plus gros que celui de l'ovocyte 1 de follicule primordial. On va voir pourquoi je parle de la taille lorsqu'on va étudier les étapes de formation de l'ovocyte. Un troisième type de follicule qu'on peut distinguer aussi dans l'ovaire, ce qu'on appelle le follicule secondaire. Dans cette follicule, l'ovocyte un peu plus gros, que vous voyez, l'ovocyte 1 toujours, est entouré maintenant par plusieurs couches de cellules folliculaires, alors que dans le follicule primaire était entouré par une seule couche, qui forme en fait ce qu'on appelle la granulosa, qui est entourée à son tour par tout d'abord ce qu'on appelle la thèque interne, constituée de cellules sécrétrices. On verra ultérieurement son rôle dans la régulation de la fonction protectrice féminine. Le tout est entouré par une thèque externe à rôle surtout protecteur. Alors, cette follicule qui renferme l'ovocyte, un ovocyte A, cette survolée cellule, l'ovocyte 1, présente une taille plus grande que celle observée dans le follicule primaire, avec l'apparition d'une zone dite zone pellucide qui jouera un rôle important dans la fécondation. Le quatrième type qu'on peut distinguer dans l'ovaire, ce que vous voyez devant vous, ce qu'on appelle le follicule tertiaire. Alors, cette follicule est plus gros que le follicule secondaire d'ailleurs. Et comme vous voyez, il présente des cavités, comme vous voyez là. Alors, ces cavités en fait sont riches en ce qu'on appelle un liquide folliculaire. Ce liquide est sécrété par les cellules folliculaires. Cette follicule, vu la présence de ces cavités, on peut aussi l'appeler follicule cavitaire. Alors, cette follicule, comme d'ailleurs le follicule secondaire, est entourée aussi par la thèque interne et puis la thèque externe. Enfin, un dernier type de follicule qu'on peut trouver dans l'ovaire, ce qu'on appelle d'ailleurs le follicule mûr ou de digraphe, alors au niveau duquel on trouve l'ovocyte A, donc dans ce qu'on appelle l'antrome, ou encore la cavité folliculaire remplie par ce qu'on appelle le liquide folliculaire, entouré par la granulosa et puis les thèques. Alors, ce follicule mûr, c'est un follicule d'ailleurs géant par rapport au follicule tertiaire. Et comme vous pouvez le remarquer, donc,
l'ovocyte A est encore attaché donc à la granuleuse A par le cumulus qu'on appelle le cumulus ophorus. Et donc, on a au niveau de l'ovaire 5 types de follicules. Ce qu'on appelle les follicules primordiaux, les follicules primaires, secondaires, tertiaires et enfin le follicule mûr. Alors, l'ensemble de ces étapes qui mènent à la formation de follicules mûrs à partir de follicules primordiales, c'est ce qu'on appelle la folliculogenèse. Et en fait, l'ovocyte, donc le gamète femelle, subit ces étapes, la plupart, une grande partie des étapes de transformation, donc au niveau de ces follicules. Alors, on va voir donc par la suite l'ensemble de ces étapes de ce qu'on appelle ovogenèse qui mènent à la formation du gamète femelle. Alors chez la fille d'ailleurs, contrairement à ce qu'on a vu chez l'homme, l'ovogenèse commence déjà avant la naissance, donc durant la vie fœtale. Alors, pendant cette période, les cellules souches diploïdes, appelées ovogonies, subissent des mitoses pour donner d'autres cellules diploïdes, donc des ovogonies, ce qu'on appelle d'ailleurs la phase de multiplication. Alors, toujours avant la naissance, ces ovogonies vont subir un léger accroissement et en même temps, il va commencer la phase de maturation tout en restant bloqué en prophase 1. Donc, avant la naissance, il a eu quoi? Une phase de multiplication, d'accord? Et puis, un léger accroissement et un début de la phase de maturation, autrement dit, donc, début de la division réductionnelle, qui donne des ovocytes A bloqués en prophase 1. Donc, en fin de compte, la fille naît avec un stock d'ovocytes A entouré par quelques cellules folliculaires, ce qu'on appelle d'ailleurs, ce qu'on appelle quoi? Les follicules primordiaux. Alors maintenant, pendant l'enfance. Alors, cette période, il s'agit en fait d'une période de repos au cours de laquelle il va y avoir une forte dégénérescence des follicules primordiaux. Un très grand nombre de follicules primordiaux va être perdu par dégénérescence. Quelques follicules primordiaux, donc un nombre réduit par rapport à le nombre initial, restent dans l'ovaire. Donc cette période d'enfance est caractérisée par quoi? Par une dégénérescence. Alors maintenant, à partir de la puberté jusqu'à la ménopause, alors je vous rappelle que la ménopause, c'est l'âge qui, au cours de cet âge, donc il va voir arrêt du cycle sexuel chez la femme. Alors maintenant, à partir de la puberté, donc je vous rappelle que maintenant chez la fille, dans l'ovaire, on a un nombre de cellules, de follicules primordiaux qui renferment quoi? Qui renferment un ovocyte 1 bloqué en prophase 1. D'accord? Alors, à partir de la puberté, ces ovocytes vont subir encore une autre fois un accroissement. C'est pourquoi d'ailleurs on peut comprendre la taille énorme de l'ovocyte par rapport à celui du spermatozoïde. Alors maintenant, on a dit que ces cellules, cet ovocyte 1 bloqué en prophase 1,
Donc, ils vont subir une série de transformations et ça se fait à chaque fois, pour chaque cycle d'ailleurs. Donc, à partir du stock de follicules primordiaux que possède la fille, à chaque fois, quelques follicules primordiaux vont être survolés, sélectionnés pour réaliser cette fonction noble, c'est de survoler, donc c'est de former le gamète qui va être fécondé pour donner un nouvel être humain. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant à ces ovocytes bloqués en prophase 1? Alors, ils vont être entourés par une couche de cellules folliculaires, d'accord, ce qu'on appelle corona radiata d'ailleurs. L'accroissement ne cesse d'augmenter au niveau des follicules primaires, secondaires et tertiaires. Mais, juste avant l'ovulation, de quelques heures, on dit que 36 heures, 24 heures, donc c'est pas quand même très précis. Ce qui nous intéresse là, c'est que ce qu'on va dire a lieu juste avant l'ovulation. Il va y avoir reprise de la maturation. L'ovocyte 1, diploïde, étant bloqué en prophase 1, reprend la méiose. Donc, il va y avoir passage à quelle phase? La métaphase 1, l'anaphase 1, la télophase 1, et puis commence aussi déjà la division équationnelle. La prophase 2 et se bloque en métaphase 2. Alors, la division réductionnelle donne que, comme vous savez, donc, deux cellules. Mais comme vous voyez là, il s'agit de deux cellules inégales. Vous voyez là, d'inégale taille, vu la position du noyau excentrique. Excentrique, c'est-à-dire qui est très proche de la membrane cytoplasmique. Eh bien, cette position excentrique est à l'origine de l'apparition de deux cellules inégales. Alors, la première cellule, il s'agit d'un ovocyte 2, haploïde. La deuxième cellule de petite taille, ce qu'on appelle le premier globule polaire, haploïde aussi. Alors, ce qu'on obtient quand? À la fin de la division réductionnelle. Juste après, commence la division équationnelle, mais se bloque en métaphase 2. Ça sera donc le deuxième blocage. Je vous rappelle qu'il y a eu un premier blocage déjà avant la naissance en prophase 1. Maintenant, il s'agit d'un deuxième blocage en métaphase 2. Comme vous voyez, les chromosomes sont placés au niveau du plan équatorial. Alors, qu'est-ce qu'il doit se passer maintenant? Alors là, il y a deux cas. En absence de fécondation, cet ovocyte 2, dont la durée de vie ne dépasse pas au maximum 48 heures, qu'est-ce qui va se passer? Il va dégénérer dans combien? Environ 48 heures. Maintenant, en cas de fécondation, la fécondation nécessite l'arrivée de qui? De monsieur le spermatozoïde. Le voilà, il va arriver rapidement. Voilà, il va féconder cet ovocyte en attente d'ailleurs. Et ceci permet de quoi? Ça permet de continuer la division. Quelle division? La division équationnelle, bien entendu. Et donc, il va avoir passage à l'anaphase 2, puis la télophase 2, pour donner maintenant deux autres cellules. Alors, comme vous voyez là, ce qu'on appelle l'ovule et un deuxième globule polaire. Le premier globule polaire existe déjà. Maintenant, il va y avoir apparition de quoi? De deuxième globule polaire. Et il va y avoir formation de ces noyaux, ce qu'on appelle d'ailleurs pronucléus femelle et pronucléus mâle, caractérisé par surtout la présence de la stère spermatique. En tout cas, vous allez voir plus de détails dans le troisième chapitre, Inch'Allah, à propos de
la fécondation. Donc, en fin de compte, l'ovogenèse, en fait, c'est un phénomène qui est comment? Discontinu, qui peut durer donc plusieurs années pour un ovocyte, et l'achèvement de l'ovogenèse dépend de la fécondation. Donc, si il y a une fécondation, c'est là où seulement il va y avoir achèvement de la phase de maturation, donc de l'ovogenèse. On va faire maintenant une application d'ovogenèse et on va prendre le cas de 2n égale à 4. Vous savez déjà que la phase de multiplication, qui se fait d'ailleurs par mitose, a lieu chez la femme avant la naissance et aboutit à la formation donc d'un grand nombre d'ovogonies. Et donc, dans le cas de 2n égale à 4, voyons ce qu'on va obtenir. Voilà donc les 4 chromosomes, voilà, au cours de la prophase. À la métaphase, donc formation du fuseau achromatique, les chromosomes vont donc se placer au niveau du fuseau achromatique, formant ce qu'on appelle une plaque équatoriale. Au cours de l'anaphase, il va y avoir clivage donc au niveau des centromères de chaque chromosome et ça va donner 2 chromatides filles, comme vous voyez, voilà, qui vont migrer vers les 2 pôles de la cellule. Alors, au cours de la télophase maintenant, donc il va y avoir formation de 2 cellules filles identiques à 2n chromosomes, ce qu'on appelle aussi des ovogonies. Chacune de ces cellules contient donc 4 chromosomes. Voilà. Et voilà. Alors, vous voyez bien, donc les chromosomes sont des chromosomes simples certainement, mais on va voir par la suite duplication de l'ADN, donc pour se transformer en chromosomes dupliqués. Alors, les ovogonies obtenues donc par mitose subissent un léger accroissement, toujours avant la naissance, pour se transformer en ovocyte 1, qui commence aussi la phase de maturation, donc la division réductionnelle, tout en se bloquant en prophase 1. Alors voilà donc notre ovocyte. On va présenter les 4 chromosomes. Voilà. Alors bien sûr, là, les chromosomes homologues vont être appariés, d'accord? Et restent bloqués avant la naissance, de telle sorte que une fille naît avec un stock d'ovocytes 1 bloqué en prophase 1. Chaque ovocyte 1 se trouve à l'intérieur de quoi? D'un follicule primordial. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors, juste avant l'ovulation, on va voir reprise de la méiose et on va passer donc de prophase 1 en métaphase 1. Comme vous pouvez le constater, donc le noyau et les fibres chromatiques se trouvent dans une position dite excentrique, c'est-à-dire très proche de la membrane cytoplasmique. Et on va voir la conséquence. Alors, au niveau maintenant de ces fibres chromatiques, le chromosome se place au niveau du plan équatorial. Voilà. D'accord? Et au cours de l'anaphase 1, vous voyez donc déjà commence la division du cytoplasme. Et ça donne, donc on va voir plutôt une migration
des chromosomes homologues vers les deux pôles de la cellule. Voilà. D'accord? C'est ce qu'on appelle l'anaphase 1. Pendant maintenant la télophase 1, alors on va obtenir en fait deux cellules d'inégale taille, ce qu'on appelle le premier globule polaire, celui en haut, et puis l'ovocyte 2. Alors, chaque cellule qu'on voyait contient 2 chromosomes. Donc, il y a eu réduction du nombre de chromosomes, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs la division réductionnelle, qui donne l'ovocyte 2 et le premier globule polaire. Alors, bien sûr, cette division réductionnelle, elle va avoir reprise plutôt de cette division au niveau du follicule mûr. Donc, juste avant l'ovulation. Alors, l'ovocyte 2 obtenu par division réductionnelle continue la division équationnelle, voilà, en passant à la métaphase 2. Alors, on voit toujours, bien sûr, le premier globule polaire à N chromosomes dupliqués, et puis le fuseau achromatique caractéristique de la métaphase 2, au niveau duquel viennent se placer les chromosomes. Voilà. Alors maintenant, deux cas sont possibles. S'il n'y a pas de fécondation, donc pas de rencontre entre spermatozoïdes et ovocytes, pas de pénétration exactement de spermatozoïdes dans l'ovocyte, eh ben, il va y avoir dégénérescence dans maximum 48 heures. Sinon, en cas de fécondation, ben, on va voir ce qui va se passer. Alors, donc, voilà monsieur le spermatozoïde qui arrive donc heureux. Voilà. Il féconde l'ovocyte. Il libère son matériel génétique dans le cytoplasme. Et du coup, voilà ce qui va se passer. L'ovocyte passe à la phase suivante, c'est-à-dire l'anaphase 2. Alors, l'anaphase 2, donc on a toujours le premier globule polaire. Dans l'anaphase 2, il va y avoir clivage des chromosomes et formation de deux chromatides sœurs qui vont migrer vers les deux pôles de la cellule. Vous voyez déjà, il y a donc début de division du cytoplasme qui va aboutir enfin en télophase 2, donc à la formation d'un deuxième globule polaire contenant cette fois-ci N chromosomes simples. Alors, on va voir quand vous voyez donc formation de deux cellules toujours à taille inégale, le deuxième globule polaire est l'ovule. Et donc, c'est ce qu'on obtient en cas de fécondation. Alors, on va faire maintenant une comparaison entre l'ovogénèse et la spermatogenèse. Alors, on a vu que chez l'homme, la spermatogenèse est en fait un phénomène qui commence déjà à partir de la puberté jusqu'à la mort. Il s'agit donc d'un phénomène qui est continu. Cependant, l'ovogenèse, ce qu'on vient de voir, commence avant la naissance, se bloque pendant l'enfance et puis reprend de la puberté jusqu'à la ménopause. Donc, l'ovogenèse, contrairement à la spermatogenèse, c'est un phénomène discontinu. La spermatogenèse, en fait, c'est un phénomène rapide qui dure environ 74 jours.
Et donc, les spermatogonies nécessitent 74 jours pour en fin de compte donner des spermatozoïdes. Cependant, chez la femme, comme on a déjà expliqué ça, alors un ovocyte 1 peut être bloqué d'ailleurs pendant des années pour en fin de compte être sélectionné et se transformer en ovule s'il a eu une fécondation. Donc c'est un phénomène en fait qui peut durer plusieurs années. Alors, la phase de multiplication. Un point commun entre les deux phases, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, se font par mitose et donnent des cellules diploïdes. Alors que pour le nombre en fait obtenu par spermatogenèse suite à la phase de multiplication, il s'agit d'un nombre en fait énorme, alors que celui de la femme sera un stock réduit par rapport à celui de l'homme. On peut passer maintenant à la phase d'accroissement. Alors, la spermatogenèse, les spermatogonies subissent en fait un léger accroissement qui donne un spermatocyte 1, alors que chez la femme, les ovocytes 1 subissent donc un sous-volet accroissement continu, que ce soit dans les follicules primordiaux, primaires, secondaires et même tertiaires. Et donc c'est pourquoi chez la femme, contrairement d'ailleurs à l'homme, la phase d'accroissement, elle est importante suite à l'accumulation de réserves cytoplasmiques, ça c'est bien compris. Vous allez comprendre ça, surtout lorsqu'on va étudier la fécondation. Alors maintenant, pendant la phase de maturation, voyons ensemble ce qui se passe au cours de la spermatogenèse. Alors, pendant cette phase, le spermatocyte ou un spermatocyte indiploïde donne 4 spermatoïdes et par conséquent 4 spermatozoïdes. Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs pour l'ovogenèse, puisque un ovocyte 1 donne un seul ovule. D'accord? Donc, ça c'est une première différence. Alors, pour les deux phénomènes, la deuxième différence, c'est que chez l'homme, la méiose est un phénomène continu, qui commence de la puberté, ça se répète presque chaque jour au niveau des testicules. Alors que pour l'ovogenèse, il s'agit d'un phénomène discontinu qui commence déjà avant la naissance, se bloque, le premier blocage, et puis reprend juste avant l'ovulation, peut-être 36 heures, peut-être moins, et ça se passe au niveau de quoi? Au niveau du follicule mûr. Donc, la reprise de la maturation a lieu au niveau du follicule mûr. Donc, il s'agit d'une méiose discontinue. D'autre part, la spermatogenèse au cours de la phase de maturation, les divisions aboutissent à la formation de de cellules de même taille, identiques. Alors on parle de division cytoplasmique égale. Ce n'est pas le cas chez la femme. J'espère que vous avez compris ça. L'ovocyte 1 qui subit cette division donne 2 cellules inégales. L'ovocyte 2, le premier globule polaire, à cause de l'emplacement excentrique du noyau. Et puis la division cohérentielle donne aussi 2 cellules inégales, l'ovule et le deuxième globule polaire. Au cours de la phase de différenciation maintenant. Cette phase pour la spermatogenèse, vous voyez, chaque spermatide subit d'énormes transformations pour donner des spermatozoïdes. Alors que chez la femme, vous voyez, la différence entre l'ovocyte 2 obtenu et l'ovule, c'est presque inexistante. Et donc, phase de différenciation, elle est très importante chez l'homme, alors qu'elle est presque, je dis bien, presque absente chez la femme.
Passons maintenant au nombre de gamètes obtenus. Alors, chez l'homme, donc au cours de la spermatogenèse qu'on a dit tout à l'heure, donc chaque spermatocyte 1 donne 4 spermatides et par conséquent 4 spermatozoïdes. Ce n'est pas le cas pour la femme puisque chaque ovocyte 1, on a déjà expliqué ça, donne combien? Donne un seul ovule. Et voilà. On a vu jusqu'à maintenant les étapes de la folliculogenèse dans l'ovaire. On a, j'espère, compris les étapes de l'ovogenèse, donc en cas ou en absence de fécondation. Reste maintenant une dernière chose à faire, c'est de chercher donc quel est le devenir de ce qui reste de follicule mûr après l'ovulation. On a parlé de ce qui passe avant l'ovulation, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas vu le devenir de follicule mûr éclaté. Pour cela, on va faire une petite comparaison entre une observation de l'ovaire tout d'abord avant l'ovulation, parce qu'on a déjà une idée sur ça, et une autre observation de l'ovaire après l'ovulation. Alors, une simple comparaison entre les deux observations montre bien l'apparition d'un nouveau corps avec sa coloration peu caractéristique. Eh bien, il s'agit de ce qu'on appelle le corps jaune. Alors, voyons la composition, la structure de corps jaune. Alors, donc, ce corps est entouré, comme d'ailleurs le cas de follicule mûr, d'une thèque externe, d'une thèque interne. À l'intérieur, on trouve un ensemble de cellules appelées cellules lutéiniques. Et en fait, ces cellules lutéiniques ou encore lutéales se sont formées à partir des cellules de granulosa qui étaient dans le follicule mûr. Donc, autrement dit, le corps jaune se forme à partir de ce qui reste du follicule mûr éclaté au cours de l'ovulation. Les cellules de la granulosa du follicule mûr se chargent d'un pigment de couleur jaunâtre appelé lutéine, ce qui donne d'ailleurs la couleur jaune à ce corps, d'où cette appellation du corps jaune. Et par la suite, les cellules de granulosa sont appelées cellules lutéiniques. Alors, on va récapituler ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Alors en fait, avant le cycle sexuel de la femme d'environ 3 à 4 mois, on dit même presque 5 mois, hein. Alors, certains follicules primordiaux sont sélectionnés pour se transformer tout d'abord en follicules primaires, puis follicules secondaires, puis en follicules tertiaires. Alors, le cycle de la femme commence par une dizaine de follicules tertiaires, mais vers environ le 10e jour du cycle, 9 follicules tertiaires vont dégénérer. Le seul qui persiste va se transformer en follicule mûr. Alors, le follicule mûr, comme vous le savez, renferme l'ovocyte 1. Alors, ces événements qui ont lieu du premier jour jusqu'à la formation de follicules mûrs et juste avant l'ovulation qui a lieu vers le 14e jour, bien sûr on parle d'un cycle de 28 jours, forment ce qu'on appelle la phase folliculaire du cycle. Le follicule mûr maintenant
le jour, le 14e vers le 14e jour, éclate et expulse l'ovocyte 2 bloqué en métaphase 2. C'est ce qu'on appelle donc la phase d'ovulation. Ce qui reste maintenant du follicule mûr, donc les cellules granuleuses, la tête interne, la tête externe, vont se transformer en ce qu'on appelle corps jaune. Alors, le corps jaune se développe et atteint son maximum de développement vers le 21e jour. Et là, deux cas sont possibles. Si il a eu fécondation, alors le corps jaune persiste, parce qu'il va jouer un rôle très important, on va parler de ça prochainement, Inch'Allah. Sinon, il va dégénérer à son tour et se transformer en corps blanc. Et ce, à la fin du cycle, donc vers le 28e jour. Alors, l'ensemble de ces transformations qui ont eu lieu du 14e jour, donc juste à la fin de l'ovulation, vers jusqu'au 28e jour, forment ce qu'on appelle la phase lutéale. Et vous comprenez peut-être pourquoi on l'appelle phase lutéale, parce que elle est caractérisée par la formation du corps jaune constitué de cellules lutéales, tout simplement. Alors, chose qu'il faut dire maintenant, c'est que cette phase est de durée relativement, on va dire, constante, d'environ 14 jours, contrairement à la phase folliculaire, dont la durée, je parle d'une manière générale, peut aller de 11 à 17 jours. Alors, ces trois phases, la phase folliculaire, l'ovulation et la phase lutéale, se répètent à chaque cycle pendant presque la même période et de la même manière. Et donc, on parle de ce qu'on appelle le cycle ovarien. Alors, donc, on a dit que l'histoire commence, bon oui, c'est une histoire, une belle histoire d'ailleurs, environ 3 à 4 mois, on dit même 5 mois, hein, avant le début du cycle, chez la femme qui présente un stock de follicules primordiaux. Quelques-uns, on a dit, vont être sélectionnés pour se transformer tout d'abord en follicules primaires, puis secondaires, puis en follicules tertiaires. Le cycle de la femme commence donc par une dizaine de follicules tertiaires. Mais on a dit que parmi ces 10 follicules tertiaires, 9 dégénèrent, ce qu'on appelle d'ailleurs le phénomène de l'atrésie folliculaire. Ce phénomène a lieu généralement vers le 10e jour. Alors maintenant, le follicule, le seul follicule tertiaire qui reste, se transforme en quoi? En follicule mûr, bien sûr. Voilà. Le follicule mûr, donc, se forme 2-3 jours avant l'ovulation. Alors, le jour de l'ovulation, donc, le 14e jour, qui a lieu donc après la phase folliculaire, le follicule mûr éclate et expulse l'ovocyte 2 dans la trempe. C'est ce qu'on appelle donc l'ovulation. Ce qui reste maintenant de follicules éclatés se transforme en corps jaune qui atteint son maximum vers le 20e jour. S'il n'a pas de fécondation, il va dégénérer. C'est ce qu'on appelle la phase lutéale. Et tout ça
Donc, la phase folliculaire, l'ovulation et la phase lutéale font partie de ce qu'on appelle le cycle ovarien. Et voilà enfin le schéma général, pour mieux voir les choses si vous voulez, qui, j'espère, va vous permettre de mieux comprendre le déroulement du cycle ovarien. Voilà. Merci bien, à la prochaine, Inch'Allah.